À la une, au Nicaragua, grève générale sur fond de répression meurtrière. Une femme serre son enfant dans les bras après que celui-ci a été arrêté lors d'une manifestation contre le gouvernement du président Ortega, le 13 juin 2018 à Managua. Reuters, Osvaldo Riva. Alors que la répression des manifestants a fait près de 150 morts et 1340 blessés depuis le 19 avril, l'opposition appelle à cesser le travail aujourd'hui. À quelques heures du début de la grève générale, le président Ortega sort du silence. L'ancien guerriero de 72 ans a répondu cette nuit aux évêques catholiques qui, la semaine dernière, lui ont proposé un plan de démocratisation. Les différentes parties se retrouveront demain vendredi au cours d'une réunion de concertation. La plupart des journaux depuis 2 mois et demi a pris le parti de dénoncer les violences menées par des groupuscules paramilitaires envoyés par le gouvernement. Les journalistes de la Prensa, de Hoy et d'autres quotidiens régionaux sont aussi devenus des cibles. C'est ce que raconte Guillermo Rochu dans un éditorial de El Confidencial titré « Sans la presse, que se passera-t-il ?» Il raconte les menaces subies par les journalistes, le fait qu'ils se fassent tirer dessus, ou que leurs locaux soient saccagés, comme c'est arrivé à la radio Nicaragua, incendiée il y a 2 semaines. Les porteurs de journaux aussi sont en danger. Ils circulent à travers tout le pays, souvent la nuit, et doivent traverser les 125 barricades quotidiennement sous le feu des snipers. Assaillis, menacés, plusieurs ont été blessés par balles ces derniers mois. On confond le message et le messager, et écrit l'éditorialiste qui anticipe que si la situation continue de se détériorer, les journaux ne pourront plus être livrés et les journalistes auront de plus en plus de mal à couvrir les manifestations. Il faudra alors apprendre à discerner le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Argentine, la loi sur le droit à l'avortement passe de peu après 22 heures de débats passionnés. Les députés argentins ont adopté ce jeudi en première lecture un projet de loi légalisant l'avortement durant les 14 premières semaines de grossesse. Soutenu par la rue, attaqué par l'Église, le texte a été approuvé avec une courte majorité, 129 pour, 125 contre. Le projet doit encore être approuvé par le Sénat, réputé plus conservateur que la Chambre des députés. Mais sur la grande place du Congrès, la foule est en liesse. Des milliers de personnes, un pays de femmes que l'on reconnaît à leur foulard vert crient leur joie, raconte Pagine 12. Le boom de la participation des jeunes de moins de 25 ans à cette mobilisation marque une rupture générationnelle, une révolution des filles. Colombie, débat télé annulé entre les 2 candidats à la présidence à 4 jours de l'élection présidentielle en Colombie. Le seul débat prévu à la télévision entre Iván Duque et Gustavo Petro a été annulé. Un problème d'agenda, selon un communiqué des 8 chaînes régionales, que dément le candidat de la gauche Gustavo Petro dans El Nuevo Siglo. C'est Iván Duque qui a refusé par peur de débattre avec moi. T'es mort, la peur, c'est le titre de l'éditorialiste de l'Espectador ce matin. José Fernando Isaza estime que les 2 présidentiables représentent 2 extrêmes, 2 propositions radicalement opposées, mais tout aussi inquiétantes. Le candidat de la droite, Duque, est un jeune homme brillant, loin des affaires de corruption, mais ses propositions sont jugées rétrogrades, remise en cause la laïcité, menace sur le droit partiel à l'avortement, volonté de modifier unilatéralement l'accord de paix avec les FARC, risque de changement de la Constitution pour permettre à son mentor, l'ex-président Uribe, de se représenter. En face, Gustavo Petro, lui, est qualifié d'illuminé, d'homme qui croit en son intelligence supérieure, et surtout, dixit l'éditorialiste, qui considère acceptable le modèle socialiste vénézuélien. Gustavo Petro est d'ailleurs hostile aux sanctions contre son voisin, le Venezuela, parce qu'il estime qu'elles incitent encore plus à la migration des Vénézuéliens vers la Colombie.
Une étude vient justement de sortir sur les chiffres de cette immigration décortiquée par le Miami Herald. En seulement 2 ans, 1 million de Vénézuéliens ont déménagé en Colombie suite à la crise économique et sociale, 380 000 sont entrés légalement, mais 440 000 Vénézuéliens vivent aujourd'hui sans papier. Brésil, une mère de 7 enfants, victime de stérilisation forcée. L'affaire a été révélée au grand jour par un professeur de droit, le week-end dernier dans le journal Folha de Sao Paulo. C'est l'histoire d'une femme de 34 ans du nom de Yanaína, toxicomane, enceinte de son 8e enfant, qui a comparu dans une affaire de trafic de drogue en octobre dernier. Le juge en charge de statuer décide qu'elle doit se faire stériliser. Selon lui, elle était consentante, mais selon le professeur qui a révélé l'affaire, elle ne l'était pas. Difficile de savoir qui dit vrai, car de nombreux éléments du dossier sont sous secret judiciaire. L'opinion s'est emballée parce que ce car ravive la controverse autour du contrôle des naissances. Une mesure phare du député d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui est l'un des favoris de la présidentielle d'octobre. Seul le contrôle de la natalité peut nous sauver du chaos, avait-il déclaré. États-Unis, le « Fuck Trump » de Robert De Niro contesté l'événement avait fait le buzz. C'était dimanche dernier, lors de la cérémonie de remise des Tony Awards. Robert De Niro, sur la scène du Radio City Music Hall, s'apprête à décerner un prix à la légende de rock Bruce Springsteen, et voilà qu'il lève le poing et dit « Je ne dirai qu'une chose, fuck Trump », ovationné par le public. Il ajoute « Ce n'est plus « Ah bah Trump, c'est « fuck Trump ». Réponse sur Twitter du président américain Donald Trump. Mardi soir, Robert De Niro a un QI très bas. Peut-être parce que dans ses films, il a reçu trop de coups à la tête de la part de vrais boxeurs. Pour l'éditorialiste du Washington Post, le problème, ce n'est pas la vulgarité du propos, mais que ces passes d'armes n'ont pas de fond, et sont donc inutiles. Le langage, écrit Christina IMBA, change notre façon de penser. Ces gros mots, ces insultes, brisent toute possibilité de coopérer. L'éditorialiste du New York Times, lui, estime que ce genre d'invective est une très mauvaise stratégie pour les opposants de Trump. Voilà comment on perd les élections de mi-mandat et comment on réélit Trump. S'envoyer des noms d'oiseaux, estime Frank Bruni, c'est légitimer la méthode Trump et donner du grain à moudre à ses supporters.